C'est bon, le live va commencer, on commence à parler, donc continuez à envoyer les cœurs, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, ouais. Christian Denis a dit, Janet Dento va plus me reconnaître sans la barbe, en tout cas. Et en fait, simplement pour dire que j'ai vu une vidéo tout à l'heure, et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait plaisir, et en même temps, ça m'a attristé. La vidéo, c'est la vidéo du président malgache. Donc je vous montre la vidéo, je vais vous montrer la vidéo, et après, on va discuter. Ok? Donc je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Fa hitanay ny fahaizanareo a efa tonga teto sika androany fa tsara toizana hatramin'ny farany io vitanareo io vitatsika io dia raha sitrako raha ohatra ka tianareo a dia aleo tsika mba hiary vavaka kely raha ohatra ka tsika aloha mifaretanana kely tsika namany a tamin'ny tazam-bavaka kely atao rehetra ny amin'ny farany any dia ofotra La communion de ça. Andriamanitro apetraka eo am-pilatananao ny lalao izay ho atao androany. Ianao no mahafantatra ny aomponay tompo. Ianao no mahafantatra ny andrasan'ny malagasy izay miandrandra hazavana, miandrandra fandreseny. Fantatrao ny ezaka nataon'ny Baria nanomboka tany amin'ny fanomanana mandra-pahatonga amin'izao ampahafandalan izao. Matoky izay tompo fa ianao no hiaro anay, ianao no hitatana anay ary indrindra apiditra amin'ny baolina andresen'ny Baria. Matoky izay manananao ary apetraka eo am-pilatananao ny lalao izay atao androany. Tsy maintsy mandresy ary mandresy ny Baria, zany ny fangatahanay. Fantatrao ny tahitapon'ny malagasy ka manontolo tompo dia amin'ny anaranao ny angatahana amin'izany. Amen. Amen. Zay dia maka. Vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré ça. C'est pas une question de chrétien, c'est pas pour une question de religion que je vous montre ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais qu'il y a des Africains qui croient pas en Jésus, qui croient pas en Mahomet. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je vous ai montré cette vidéo. Cette vidéo, c'est le président, depuis cette année, enfin depuis l'année dernière, depuis la fin d'année dernière, c'est le président de Madagascar. Il s'appelle Andry Rajoelina. Et comme vous le savez, pour ceux qui s'intéressent au foot, moi j'aime beaucoup le football. Madagascar s'est qualifié, vient de se qualifier contre le Congo. Contre le Congo, ils se sont qualifiés, je crois que c'est les quarts de finale ou quelque chose comme ça. C'est quart ou huitième. Je crois que c'est quart. Bref. Et le président Rajoelina est avec ses joueurs en communion. Et il était avec eux, il a demandé à prier. Et il prie avec eux, il est en communion avec eux. Et ce président-là, c'est un président qui aime pas seulement l'équipe de Madagascar, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Et comment vous allez dire, mais vous allez me dire, mais Dre, Bonnie, qu'est-ce que t'en sais? Ce gars-là, j'ai eu l'occasion de parler avec ce gars-là. L'année dernière, nous sommes partis chanter à Madagascar. On a eu cette chance-là, ça s'est très bien passé. J'ai bien dit l'année dernière, pas quand on était à l'océan Indien, là, en février-mars. L'année dernière, on était à Madagascar. Et en fait, les gens qui nous ont invités à Madagascar pour aller chanter là-bas, c'est des gens qui ont organisé. Et en fait, ce président-là, avant, si vous allez sur sa biographie, etc., avant, c'était un DJ. Ce gars qui est président, c'est quelqu'un qui au départ était DJ. Et en fait, les gens qui nous ont invités l'année dernière pour aller chanter à Madagascar, ils le connaissent de l'époque déjà où il était DJ. Et dans la conversation, ils me disent, ben voilà, nous on connaît l'ancien président, Rajoelina, parce que c'est un ami à nous, parce que nous on faisait des soirées, lui il était DJ, donc c'est un ami à nous. Et quand j'ai dit, attendez, vous parlez de Rajoelina, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu connais? J'ai dit, mais moi, vous savez que moi je m'intéresse à la politique africaine.
Je suis un panafricain, je m'intéresse à tous les pays francophones. Donc je connais l'histoire de Madagascar. Je leur ai dit, je connais Ratsirak, je connais Radzoel, je connais le professeur Zafi. Ils étaient étonnés, ils ont dit, ah, tu connais l'histoire de Madagascar? J'ai dit, je connais. Et donc j'ai dit, mais vous savez, en fait, à Madagascar, les gens aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les politiques. Et du coup, j'ai dit, mais vous savez, moi j'aimerais bien rencontrer ce gars-là et j'aimerais bien discuter avec lui. Est-ce que vous pouvez m'arranger une entrevue? Ils m'ont dit, Dre, il n'y a pas de souci. On va t'arranger une entrevue avec ce gars-là. Et au moment où ça se passe, il n'est pas encore président. C'était c'était en mai dernier. Il a été président, je crois que c'est en décembre. Mais c'était en mai dernier. Et à cette époque-là, il était propriétaire d'un grand bâtiment, d'une chaîne de télé. C'est un grand entrepreneur. Il était propriétaire d'une chaîne de télé. Et le lendemain ou le surlendemain, ils nous accompagnent. Ils appellent le gars devant moi, ils l'appellent. Ils obtiennent le rendez-vous. Donc, on va dans l'immeuble de sa chaîne de télé, qui abrite en même temps les locaux de son parti. Et donc, on va là-bas. Les autres étaient restés à l'hôtel. Hein. Il n'y avait que moi, plus deux, trois personnes qui nous accompagnaient, des Malgaches qui le connaissaient, qui m'ont amené là-bas. On arrive en bas, on passe le portique de sécurité. Un grand immeuble. Un grand immeuble. On passe le portique de sécurité. On va à l'ascenseur, on est fouillé, on monte au premier étage. À la sortie de l'ascenseur encore, il y a encore la sécurité là-bas. Une dame nous reçoit, elle nous fait entrer dans le grand salon et elle nous dit, voilà, le président Radzoel va vous recevoir. Donc on est resté dans le salon, on est resté peut-être 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, et à un moment donné, le gars arrive. Et c'est là où les gars ont fait les présentations. Ils ont dit, voilà, Dre Boni, membre des Poetic Lovers, il a souhaité venir vous saluer parce qu'il s'intéresse à la politique africaine, aussi à la politique malgache. Donc, il a souhaité venir vous saluer, voilà, tranquillement. Et le gars, très gentil, hein, m'a dit, ah, merci beaucoup. Je lui dis, voilà, bonjour, j'ai suivi votre parcours. Et justement, vous savez, moi, mon pays, le Cameroun, on est dans une situation un peu où on a le même homme depuis 37 ans. Et moi, j'ai suivi votre parcours. Je sais que vous avez pris les rênes de Madagascar. Vous étiez très jeune. Et justement, je suis venu vous saluer. Et je suis venu justement simplement échanger avec vous quelques minutes pour que voilà, pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir être président, qu'est-ce qui vous a motivé et vous qui avez eu l'expérience du pouvoir, qu'est-ce que vous en avez ressorti? Qu'est-ce qu'il en est resté? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles sont les leçons que vous avez retenues de ce passage-là? Parce que je crois qu'il a fait 4 ans au pouvoir. Il m'a dit, tu sais, moi, il m'a dit petit frère. Parce que je l'appelais grand frère, il m'appelle petit frère. Parce qu'il est plus âgé que moi. Donc il m'a dit, petit frère, tu sais, moi, si j'ai voulu exercer le pouvoir, c'est pas à des fins purement personnelles. Il a dit, j'avais une vision pour le pays. Et moi, ce que je veux, c'est aider mon pays à aller de l'avant. Il a dit, c'est simplement ça. Il a dit, c'est pas l'argent, parce que moi, j'avais de l'argent. Il a dit, j'étais un grand entrepreneur, j'avais déjà de l'argent. Il a dit, j'ai pas pris le pouvoir pour m'enrichir. Moi, ce que je voulais, c'est aider mon pays. Et on a discuté. Il m'a fait, comment dire, visiter les locaux de son parti. Il m'a présenté les gens qui bossaient avec lui, etc. Et je lui ai dit, nous, on fait un concert. Demain soir, vous êtes invités. Il a dit qu'il était très honoré, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir parce qu'il avait beaucoup de rendez-vous et c'était pas sûr qu'il puisse venir. Donc finalement, il n'a pas pu venir. Mais en tout cas, on a échangé. On a échangé. Il m'a expliqué l'expérience qu'il avait retirée de son passage au pouvoir. Et il m'a expliqué aussi, il m'a montré un film, parce qu'il était en train de présenter comment on appelle ça? Il était en train de présenter, comment on appelle ça? Un événement où plein de gens étaient invités, des ingénieurs de tous les pays. Enfin, voilà, il préparait un colloque. Et en même temps, il était en train de se préparer pour les élections qui arrivaient en octobre. Donc, il préparait un colloque. Et il m'a dit, tu sais, il m'a dit, les différents présidents de Madagascar, s'ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Il a dit, moi, j'ai décidé de ne pas faire la même erreur qu'eux. Il a dit, là, je suis en train de me préparer pour prendre
éventuellement les rênes de Madagascar si jamais je suis élu. Et il m'a présenté un petit peu le colloque. Il a fait une grande vidéo qui présentait le colloque qu'il était en train de préparer, plus d'autres choses qu'il m'a montré. Il m'a dit le plus important, c'est de se préparer, d'être prêt. Il a dit les présidents précédents n'étaient pas prêts. Et c'est pour ça que Madagascar n'a pas évolué. Il m'a dit, aujourd'hui, l'électricité à Madagascar, c'est ce qui coûte le plus cher de toute l'Afrique. On a l'électricité, le prix de l'électricité est le plus élevé en Afrique. Il a dit, moi, je paye 600 € par mois d'électricité. C'est le président qui est en train de parler là. Il me dit ça. Et il me dit, je veux changer ça. Il m'a dit, je veux changer ça. Il a dit, je sais que Madagascar, si c'est bien géré, on peut aider ce pays à aller de l'avant. Et c'est ce même homme qui est devenu président. Et l'homme, je vous remontre le visage, Radzoel, cet homme-là, jeune, svelte, dynamique, motivé. C'est cet homme-là qui est devenu président de Madagascar. Et j'ai été à Mayotte, où il y avait quelques malgaches qui m'ont dit que ce gars-là a bas un boulot phénoménal. Son peuple est derrière lui. Parce qu'il voit que ce gars-là bosse. Ce gars-là, il est au four, au moulin, il est au charbon tous les jours. Je le suis sur Facebook. Ce gars-là, tous les jours, il bosse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais le peuple camerounais a fait quoi? Et puis, j'observe à Madagascar, qui est un pays très pauvre. Attention, Madagascar, c'est très... J'ai vu à Madagascar une pauvreté que même au Cameroun, je n'ai jamais vue. Et je me dis tout simplement, ce gars-là, c'est l'image de Madagascar aujourd'hui. Ce gars-là, c'est l'image que Madagascar reflète dès à présent au monde. Une image jeune, une image dynamique, une image de proximité. Le gars, il était en adéquation avec ses joueurs, il a prié. Il est descendu sur le terrain, il a prié. Parce qu'il était avec ses joueurs. Il n'a pas attendu que ses joueurs gagnent et que ses joueurs aillent au palais présidentiel. Non, c'est lui qui est venu à eux. C'est lui qui est venu à eux. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour mériter ça? L'image de Madagascar, quand ce gars-là va à l'international, on voit un jeune homme souriant, svelte, motivé, dynamique, un jeune homme de son temps. Mais ma question que je pose aux 112 personnes qui sont là, c'est quelle est l'image que le Cameroun renvoie aujourd'hui au travers de Paul Biya? Une image de quelqu'un qui est vieux. Non pas que la vieillesse soit une tare en soi. Non pas que la vieillesse soit une tare en soi. Non, parce qu'on sera tous amenés à voir, si on a de la chance, l'âge de Paul Biya. On sera tous amenés à voir cet âge-là. On sera tous amenés à voir cet âge-là. Mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ça, c'est l'image du Cameroun. Ça, c'est l'image que le Cameroun renvoie au reste du monde. Regardez l'image que Madagascar renvoie au reste du monde. La jeunesse, le dynamisme, l'envie, la motivation, la niaque. Regardez maintenant l'image que renvoie le Cameroun. La conservation du pouvoir, la vieillesse, la lenteur, la paresse. Messieurs, dames, je ne suis pas en train de critiquer la vieillesse en tant que telle. Je ne suis pas en train de dire que être vieux est un défaut. Non! Ce que je dis, c'est qu'un président, il reflète l'image d'un pays. Quand tu vois
un homme jeune et dynamique, motivé, par Mons et par Vaux, quand tu vois un président comme ça, c'est l'image du pays. Tu te dis, ah, mais c'est un pays, c'est un peuple jeune, motivé, dynamique. Quand tu vois un vieillard au pouvoir, à l'international, l'image qui est renvoyée de ce pays, c'est une image vieillotte. C'est une image peu dynamique. C'est une image triste. C'est ça l'image qui est renvoyée du Cameroun au travers le monde. Donc quand les gens nous disent, vous là-bas, vous donnez une mauvaise image du Cameroun, la première personne qui donne une image qui n'est pas positive du Cameroun, c'est Paul Biya. Non, je ne chante plus Alice. C'est Paul Biya. Et je t'ai bloqué. C'est Paul Biya. Même la France a compris que les vieillards au pouvoir, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Et Emmanuel Macron, avec ses qualités, avec ses défauts, je ne juge pas sa politique, ce n'est pas le sujet. Mais Emmanuel Macron renvoie une image dynamique. Il renvoie une image jeune. Il renvoie une image de motivation. Il renvoie une image d'un président qui est en plein dans son temps, en plein dans son époque. Mais ça, cette image-là, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans son époque? C'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser Internet. C'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser un smartphone. C'est quelqu'un qui ne connaît rien des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui ne connaît rien du monde d'aujourd'hui. C'est quelqu'un du passé, quelqu'un de la vieille école. C'est quelqu'un qui n'est pas au fait des nouvelles technologies. C'est simplement quelqu'un qui est dépassé. Et c'est cette image-là, que le Cameroun renvoie au travers du monde. C'est ça. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi le Cameroun ne peut pas renvoyer une image rajeunie? Je ne dis pas qu'il faut forcément des trentenaires, ni même des quarantenaires. Mais pourquoi avoir une image aussi vieillotte? Une image du XXe siècle. Parce que Paul Biya, c'est un homme du XXe siècle. Ce n'est pas un homme du XXIe siècle. C'est une vérité. Donc ma question est, pourquoi ce sont les autres qui doivent avoir les bonnes choses? Pourquoi ce sont les autres qui ont compris? Pourquoi ce sont les autres qui ont décidé de rajeunir, de moderniser les choses, y compris au plus haut sommet de l'État? Pourquoi ce sont les autres qui ont des présidents qui sont proches de leur peuple? Regardez l'équipe des Lions. Est-ce que les Lions peuvent espérer que Biya prenne ses pieds, vienne venir en communion avec eux? Non. C'est toujours les anciens qui pourrissent la vie des nouveaux. C'est toujours les vieux qui pourrissent la vie des jeunes. Regardez Samuel Eto'o, une ancienne gloire du passé. Oui, il a été un grand joueur, mais pourquoi il ne veut pas laisser l'équipe nationale tranquille? Je ne sais pas, je vous invite à aller voir la vidéo qui a fuité où, je ne sais plus comment ça s'appelle, Boumal ou je ne sais pas quoi, raconte que Samuel Eto'o met ses joueurs, influence les choix de l'entraîneur. Pourquoi dans ce pays, les vieux emmerdent toujours les jeunes? Ceux qui ont fini, ceux qui ont fait leur temps, ceux qui ont mangé, ceux qui ont vécu, ceux qui ont joui de la chose, veulent emmerder ceux qui viennent d'arriver, ceux qui découvrent, ceux dont c'est le tour, ceux qui viennent d'arriver, qui découvrent, qui n'ont pas eu la chance de vivre les choses, ceux dont la vie fait que c'est simplement le tour, à cause de l'ordre naturel des choses, qui veut que le renouvellement des choses, le renouvellement des générations, ce qui est vieux passe, ce qui est jeune prend la place. C'est normal. Même chez les animaux, c'est la même chose. Mais au Cameroun, les vieux veulent toujours s'accaparer des choses au détriment de la jeunesse.
Non, mais je ne parle pas de la politique de Macron, mais ce que je parle, c'est le renouvellement des générations. La France, au moins, a fait confiance à Macron. Après, s'il trahit cette confiance, ils le remplaceront. Mais ce ne sera pas un grabataire de 80 ans qui viendra prendre ni de 90 ans qui viendra prendre le pouvoir. Donc ça, c'est un esprit de domination. C'est un esprit de satanisme. Un vieux qui refuse de laisser la place à un jeune, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, mes frères. Un vieux, non seulement doit laisser la place aux jeunes, mais un vieux doit être content de passer le témoin. Un vieux doit être fier quand un jeune prend ce que lui-même a laissé en bon état. Mais là, non seulement les vieux n'ont pas laissé les choses en bon état, regardez le Cameroun d'aujourd'hui, regardez le Cameroun quand Paul Biya l'a pris. Les vieux n'ont pas laissé le pays en bon état. Et en plus, ils refusent de laisser la place. C'est très grave. Céline, qui a dit que moi je voulais prendre le pouvoir? Moi je ne veux pas prendre le pouvoir. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, tu es bloqué. Donc les vieux ne laissent pas les choses en bon état et en plus ils refusent de laisser. Donc nous nous retrouvons avec un pays dont l'image est vieillotte. Et les sardinards savent que l'image est vieillotte. Vous savez pourquoi? Marie-Jésus, tu dis, excuse-moi, Kamto est jeune. Kamto n'est plus un tout jeune, non. Mais il n'est pas grabataire. Kamto, c'est une image acceptable pour le Cameroun. Dans 10 ans, je te dirai non. Oui, dans 10 ans, je te dirai non. Mais aujourd'hui, là, ça passe. Kamto, quand vous voyez Kamto dans les meetings, est-ce que Paul Biya a fait le quart des meetings que Kamto a fait? Kamto, on l'a vu dans les meetings. On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on parle de jeunesse, on ne parle pas forcément d'un âge. Quand on parle de jeunesse, on parle d'un état d'esprit. Il y a des gens qui à 60 ans sont jeunes. Il y a des gens qui à 25 ans sont déjà vieux. Il y a des gens qui à 40 ans sont vieux. Il y a des gens qui à 30 ans sont vieux. Il y a des gens qui à 50 ans font comment on appelle ça? Reflètent une image de jeunesse. Reflètent une image de jeunesse. Et Kamto, même s'il n'est plus un tout jeune, quand vous le voyez, vous voyez quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a envie, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui au final est resté, a réussi à se maintenir dans les temps d'aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que ceux qui disent « Oh, Biya, 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 Biya », vous prenez dans vos pagnes et au niveau de vos photos que vous accrochez au mur, la photo de Biya à l'époque où il était encore quarantenaire. À l'époque où il était, entre guillemets, encore jeune. Donc ma question est celle-ci. Si pour vous, Biya renvoie une image qui est positive, pourquoi vous mettez sur vos pagnes et pourquoi vous mettez au mur une image d'un Biya qui est jeune? Mettez l'image de Biya aujourd'hui. Parce que quand on regarde le Biya de 1982 et le Biya d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Et cette différence-là, physique, tout le monde la voit. Donc, si vous assumez le Biya d'aujourd'hui, mettez la photo du président, de votre président de la République actuel. Vous prenez la photo de Biya 2019, quand il a prêté serment, et puis c'est cette photo-là que vous mettez dans vos murs et sur vos pagnes. Pourquoi vous mettez la photo d'un Biya jeune? Parce que vous savez au fond de vous-même que la jeunesse, c'est une valeur positive. Et qu'à cette époque-là, il incarnait la jeunesse. Il incarnait l'avenir. Il incarnait l'espoir. Mais aujourd'hui, le Biya ridé, avec les taches sur le nez et tout ça, c'est pas qu'il n'incarne plus ça.
Ces valeurs positives-là, il ne les incarne plus. C'est pour ça que vous allez vous réfugier en prenant une photo de lui qui est jeune. Les gens qui supportent Kamto prennent la photo d'un Kamto d'aujourd'hui. Ils prennent la photo d'un Kamto d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que l'image de Kamto d'aujourd'hui est suffisamment dynamique, est suffisamment jeune, est suffisamment porteuse d'espérance pour l'avenir pour qu'on n'ait pas à aller chercher la photo d'un Kamto qui avait 40 ans ou qui avait 35 ans. Comme vous, vous êtes en train de le faire. Comme vous, vous êtes en train de le faire. Et c'est là toute la sorcellerie. C'est là toute la sorcellerie. Marie de Jésus, je t'avais pas bloqué? Ah si, je t'ai... Excuse-moi, j'avais oublié de te bloquer. Là, je t'ai bloqué. Donc, c'est ça. Donc, l'image d'un Biya vieillissante, vous n'en voulez pas. Vous préférez mettre l'image d'un Biya en 82, à l'époque où il était encore jeune. Mais par contre, vous imposez cette image-là au monde. Nous assumons l'image de Kamto. Nous assumons l'image de Kamto. Parce que son image, c'est une image suffisamment jeune. Quand vous voyez son visage, il est encore porteur d'espérance. On voit que c'est plus un tout jeune. Mais il est suffisamment, il y a une dynamique. Il y a une lumière. Il y a encore, on sent encore la vie. On sent la motivation. On sent l'ambition. On sent la volonté d'avancer. On sent la volonté du progrès. C'est pour ça que l'image de Kamto, là, on la garde comme ça. Soyez cohérents. Si c'est la photo de Biya à l'époque de 82, alors acceptez que Biya est vieux et que Biya doit se reposer. Hello, bonsoir, Dre. Salut, salut. Tu vas bien? Bah, tout à l'heure, j'écoutais ce que tu disais, mais franchement, le thème est bien choisi parce que aujourd'hui, on assiste à un Cameroun où les choses sont à l'envers, où des jeunes pensent qu'ils sont tellement incapables de faire des choses qu'ils sont obligés de se ravitailler ou de laisser leur destin aux vieux, pour que les vieux coordonnent cette chose-là. Et d'autres sont toujours dans la logique où il y a un adage qui dit on construit la nouvelle clôture sur l'ancien clôture pour mieux la solidifier. Mais ils disent ça en oubliant que avant qu'il n'y ait l'ancienne clôture, on avait construit la nouvelle clôture quand il n'y avait pas l'ancien. Donc elle s'était érigée seule. Un moment dans la vie, il faut couper le pont. Il faut couper pour pouvoir reconstruire. Tant qu'on est toujours dans l'optique de dire il faut tout faire avec du vieux, ça ne marche plus et ça ne marche pas. Pourquoi? Les Envoyez les cœurs parce que... vieux, on a constaté que les vieux ont l'art de répéter toujours la même chose. Vous voyez que le Cameroun, on va beau dire la Centrafrique, est un pays qui est, comment je vais dire, qui est toujours, qui est très mal développé, qui n'a pas vraiment, qui est tellement désenclavé. Mais je tiens à vous rappeler que et la Centrafrique et le Tchad sont des pays qui ont évacué déjà le système néocolonial. Vous comprenez? Dans ces pays-là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un président qui était là pendant l'indépendance. Tout comme au Tchad, tout comme en Centrafrique, mais ce sont les pays très peu développés qui ont dépassé le cap du néocolonialisme. Raison pour laquelle, malgré la situation, ils ont une capacité de voir autre chose que nous, les Camerounais, il ne faut pas qu'on se leurre, on ne peut pas voir. Ils savent voir le progrès. Mais nous sommes toujours dans le néocolonialisme. Des personnes comme les Tif Mukwete, qui étaient là à l'indépendance, qui ont servi le Cameroun à l'indépendance,
sont aujourd'hui encore au Sénat, après 100 ans de vie sur Terre, ils sont là. Mais, Vous voulez qu'on fasse comment? mais tu sais que, fils du planteur, sans le vouloir, c'est toi qui as fait c'est toi qui vas faire la transition. Parce que comme je vais continuer la vidéo, je vais faire une transition très Oui. intéressante qui va reprendre ce que tu dis. Tu sais, l'indépendance, il y a des gens qui étaient là à l'époque de l'indépendance. Et surtout, la question c'est quel rôle ont-ils eu pendant ces périodes de l'indépendance? Et si tu permets, ce que je te propose, c'est de te reprendre juste après. Je vais continuer mon allocution et je vais montrer quelque chose aux Camerounais. On te Ok, reprend juste merci. après. Chers amis, vous savez, le combat que nous menons, c'est un combat qui est noble. C'est un combat qui est noble. Parce que, fils du planteur qui est là, a parlé d'indépendance. Il a parlé de gens qui étaient là à l'époque où des choses importantes se passaient dans notre pays. Mais le combat de la base reprend, l'esprit de la base reprend, l'esprit qui animait les Wandje, les Oumniobe. Et nous voulons un président qui reprenne cet esprit-là. C'est un esprit nationaliste, un esprit de liberté, un esprit de véritable indépendance. Ce qui nous amène, chers amis, du bon côté de l'histoire. Qu'on ne vous trompe pas, c'est nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Et celui que nous défendons aujourd'hui, j'allais dire Oumniobe, lapsus révélateur, Maurice Kamto, est aussi du bon côté de l'histoire, parce que ce gars-là, cet homme-là, a compris les enjeux qui animaient le Cameroun à l'époque et va dans la ligne libératrice du Cameroun. Je vais vous montrer quelque chose, chers amis. Ça va durer quelques temps, mais je vous demanderai d'être attentifs. Merci beaucoup. Samuel Wango, âgé de 32 ans, est député et architecte. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen, j'étais au lycée classique de Bafoussam. Et le matin, quand nous allons au lycée, puisque j'habitais le quartier Nilon, qui est le quartier où je suis né, où vivent mes parents, où vivaient mes parents à cette époque-là. À partir du stade du lycée de Bafoussam, on pouvait voir très bas jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel, l'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade en train de se distraire, de bavarder, de jouer, certains aux cartes comme de gentils garnements de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice, c'est noir de monde. Il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement. Il y a des personnes, il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche, j'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a les rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui surplombe la scène, qui est un terrain vague, terrassé probablement. Il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion duquel descendent 3 personnes, parce qu'il n'y avait pas que Ernest Wandier. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là, mais tout le monde pouvait identifier Wandier comme étant le leader par sa statue. Il était grand,
il portait des vêtements noirs et il avait avec lui son baluchon. Il était pieds nus. Il descend. Mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, donc des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par deux autres personnes, je crois, Fossin Raphaël et quelqu'un qu'on appelait Wambo le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971, mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale. Avant de conclure en chantant que vive le Cameroun à jamais libre. Antilles. Et c'est terrible quand même. C'était la première fois que j'assistais à une scène pareille parce que on est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais il y a en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment en tout cas que j'ai eu à cette époque. Partagez. C'est pas un événement qui vous laisse indifférent et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi d'une certaine façon l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire, enfin, on peut comme ça accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie, de lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrir. Ouais. Vous voyez? J'ai voulu que vous suiviez ce petit moment avec Maurice Kamto, où il raconte qu'il a été témoin, je ne savais pas, qu'il était témoin de l'exécution de Ernest Wandje. Et regardez comment il raconte cet événement-là. Un homme, le président, le professeur Kamto, explique que pour lui, il ne comprenait pas pourquoi on exécutait ces gens-là. Et surtout, il s'est dit, mais comment ces gens-là peuvent offrir leur vie, sacrifier leur vie pour la lutte du Cameroun? C'est pour ça que je dis très important. S'il y a des gens dans la résistance qui, à un moment ou à un autre, ont douté ou doutent du bien fondé de la lutte que nous menons au niveau du Cameroun, que ce doute-là vous quitte. Parce que comme Wandje l'a dit, d'autres reprendront le combat. Et c'est ces autres-là qui ont repris le combat, c'est la basse. Wandje, au moment où les gens tirent sur lui, boum, il sait que d'autres vont reprendre le combat. Il le sait. C'est pour ça que l'esprit d'Oumniobé, l'esprit de l'UPC, pas l'UPC d'aujourd'hui, hein, l'UPC de l'époque, l'esprit de l'UPC n'est pas mort. Il était en sommeil jusqu'au moment où il devait se réveiller. Et c'est la basse, et même la résistance en général, parce qu'il n'y a pas que la basse, mais moi je parle des gens que je connais, mais même la résistance en général, qui incarne cet esprit de résistance. Cet esprit de l'UPC, l'esprit d'Ernest Wandje, l'esprit de Oumniobé, l'esprit d'Ozende Afana, l'esprit de Abel Kingé, l'esprit de Félix Moumié,
L'esprit de Douala Mangabel, si on remonte encore dans l'histoire, de Martin-Paul Samba, si on remonte encore dans l'histoire, cet esprit-là, cet esprit de liberté, c'est la résistance aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui luttent pour un meilleur Cameroun, un Cameroun nouveau qui incarne cette résistance. Et au plus haut niveau de l'État, c'est porté par Maurice Kamto. Qui a maintenant des doutes sur le fait que Kamto est du bon côté de l'histoire? Qui a des doutes sur le fait que Kamto a compris qui étaient ces gens qu'on appelle les maquisards? Qui a des doutes sur le fait que Kamto veut continuer au plus haut niveau de l'État le travail que nos pères de l'indépendance ont commencé? Qui doute encore que Maurice Kamto est du bon côté de la barrière? Mais moi, Dreboni, si je me bats aujourd'hui, je ne peux pas me battre pour un homme dont j'ai des doutes. Je ne peux pas me battre pour un homme qui veut une carrière personnelle. Je ne peux pas me battre pour quelqu'un qui veut uniquement le pouvoir. Si je me bats, c'est pour quelqu'un qui a les mêmes idéaux que moi et que ces idéaux-là, il veut les porter au plus haut niveau de l'État. Donc si je me bats pour Maurice Kamto, je me bats pour quelqu'un qui a compris le combat des indépendantistes et surtout qui a vécu. Parce que la différence, c'est que nous épousons la cause de nos pères de l'indépendance, mais nous ne les avions pas connus. Maurice Kamto a été témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire. Il a vu Wandje rejoindre l'autre monde. Il a assisté à l'exécution. Donc, c'est-à-dire que non seulement il a épousé ce combat-là, mais il a vu quelqu'un en face de lui perdre la vie pour ce combat-là. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort parce que c'est quelqu'un qui, dès le lycée, a côtoyé la mort. Dès le lycée, a regardé les gens mourir pour le pays. Et il a fait de ce combat-là le sien. Et nous aussi, nous faisons de ce combat-là le nôtre. C'est pour ça que, fils du planteur, sans le savoir, avait déjà fait la transition quand il est intervenu tout à l'heure. C'est pour ça que ce combat, chers amis, les gens peuvent tout dire sur la base. Oh, ils ont cassé. Oh, ils ont gueulé. Oh, ils ont fait ceci. Le combat est juste et noble. Et personne ne peut changer cela. Si ils considèrent que le combat de Oumniobé, le combat de Ernest Wandje était juste et noble, ils sont obligés de considérer que celui de Kamto est juste et noble. Et donc par ricochet, que celui de la basse, qui ne se réclame pas d'un parti politique, ni du MRC, ni de Kamto en tant qu'individu, je le rappelle. Mais le combat de la basse est juste et noble, parce qu'il reprend le combat des Wandje. Et si j'ai une question à poser aux sardinards aujourd'hui, c'est au moment où Kamto voit Wandje se faire fusiller sous ses yeux, au moment où Kamto épouse la cause des indépendantistes, épouse la cause de l'UPC, épouse le combat de nos pères de l'indépendance. Biya est où? Biya fait quoi? Biya se positionne comment? Mais Biya, il était ministre du gouvernement qui était en train d'assassiner Wandje. Il était haut placé dans ce gouvernement qui est en train d'assassiner, qui était en train, en 1971, d'assassiner la révolution, qui était en train d'assassiner la liberté, qui était en train d'assassiner l'espérance de tout un peuple. Il était ministre dans ce gouvernement-là qui est en train d'enlever aux Camerounais leur véritable indépendance. Il était ministre du mauvais côté de l'histoire. Il était un pion du mauvais côté de la barrière. Donc quand Kamto épousait la cause qui nous serre le cœur, Biya, lui, faisait partie de ceux qui la combattaient. Il faisait partie de ceux qui la foulaient aux pieds. Il avait rejoint les rangs de la sorcellerie. C'est très grave. C'est très grave. Donc je dis entre les deux, qui aime le Cameroun? Des deux, qui aime le Cameroun? Celui qui regardait Wandje en train de se faire tuer et qui épousait cette cause en se disant mais c'est terrible.
mais des gens sont capables de mourir pour leur pays, des gens sont capables de mourir pour la liberté, ou bien ceux qui, lâchement, ceux qui, de manière paresseuse, de manière intéressée, de manière calculée, ont choisi de rejoindre ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui travaillaient pour la France, ceux qui au final faisaient la volonté du colon, ceux qui au final remplissaient les conditions définies par nos oppresseurs, par ceux qui nous ont rendus en esclavage. Des deux, qui aime profondément les Camerounais? Qui était prêt à donner sa poitrine pour les Camerounais? Entre les deux, dites-le moi. C'est pour ça que je vous dis que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat qui est éminemment juste, éminemment noble. Éminemment juste, éminemment noble. Et ce combat se poursuit jusqu'aujourd'hui. Le combat pour l'indépendance, pour la liberté se poursuit jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on ne l'a pas encore gagné. Parce qu'on ne l'a pas encore gagné. Donc c'est pour ça que si vous avez un doute sur le bien fondé du combat de la basse, ne doutez plus. Si vous avez encore un doute sur les actions que nous menons, sur les discours que nous prônons, n'ayez plus de doute. Parce que nous ne faisons simplement que continuer ce que les autres ont laissé. Ce que les autres ont laissé. Nous ne faisons que le continuer. Et quand on parle de Oumniobé, comment ne pas donner la parole à André Blaise Essama? André Blaise Essama qui va en prison parce qu'il veut, il veut que l'esprit d'Oumniobé soit dans le cœur des Camerounais. Donc, André Blaise Essama, moi je te rends hommage ici. Je te rends hommage ici. Le combat de la basse est un combat noble. C'est un combat pour la liberté. Et si Wandje pouvait revenir à la vie, vous pensez qu'il serait du côté des sardinards ou bien du côté de la basse? Il serait du côté de la basse. Si Oumniobé pouvait revenir à la vie, Oumniobé qui a pris le maquis, si c'était la basse ou la sardine, vous pensez qu'il choisirait quoi? La basse. Il choisirait la basse. Et il dirait, chers mes fils, ce que j'ai commencé, ce que moi et mes compagnons avons commencé, il faut que vous le terminiez. Parce que le Cameroun est une cause nationale. Et c'est une cause qui nous dépasse tous. C'est une cause qui nous dépasse tous. Nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes. Nous faisons ça pour l'avenir, les générations futures, pour que nos enfants puissent découvrir un pays véritablement libre. Regardez le Rwanda. Regardez le Rwanda. Regardez l'image de Kagame, un homme svelte, relativement jeune, même s'il est plus tout jeune. C'est pour ça que je vous dis que la jeunesse, ce n'est même pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Jeune, svelte, il descend dans les chantiers. Regardez comment ça avance. Nous, l'image du Cameroun, c'est quelqu'un qui est lointain, qui ne descend pas vers la populace. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui a échoué. Un gouvernement où on vole, on pille les deniers de l'État. C'est ça l'image du Cameroun. Donc quand on parle d'image du Cameroun, que ceux qui la foulent aux pieds chaque jour par leurs actions, par leur mauvaise gouvernance, soient les premiers à se remettre en question. Et je vais vous dire une vérité. Ceux qui disent que nous mettons à terre l'image du Cameroun à l'étranger, j'aimerais vous dire que c'est parce que vous l'avez mis à terre par vos agissements, que nous avons décidé de faire une omelette et donc
de casser les œufs. Les ambassades, les Genève, ce sont les œufs cassés nécessairement pour faire l'omelette. Parce qu'on dit souvent que on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Donc nous sommes en train de casser les œufs. Nous sommes en train de casser les œufs. Nous sommes en train de casser les œufs. Et nous allons continuer à casser les œufs.